C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On sait que les thématiques industrielles sont parfois complexes et très souvent méconnues, mais elles sont essentielles au cœur des transformations, car elles sont au cœur des transformations économiques du pays. Cette semaine de l'industrie, c'est une initiative du gouvernement, mais c'était aussi l'occasion parfaite pour mettre en lumière les enjeux cruciaux de l'industrie et surtout mettre en lumière ceux qui les font avancer. Tout au long de cette semaine, on a reçu des cabinets conseils, on a reçu des industriels, on a reçu des professeurs spécialisés sur les thématiques industrielles. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Jeunepin, directeur général de WePackUp, et qui nous offre une plongée dans le monde de l'innovation durable en combinant une optimisation des processus et en intégrant le respect de l'environnement. C'est ainsi que WePackUp a transformé ses processus d'emballage industriel. C'est un témoignage extrêmement concret qui nous montre que durabilité et efficacité ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté notre invitation et de témoigner ici, parce que je pense que c'est effectivement de l'ordre du témoignage, ce que l'industrie peut apporter en tant que force de transformation positive à la société. Je vous donne la parole dès maintenant. Oui, bien bonjour. Je vais partager ma présentation. Voilà. Donc, pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes donc WePackUp, une entreprise industrielle basée, le siège social est basé en Isère. Donc, nous sommes un créateur d'emballage sur mesure depuis 75 ans pour plus de 75 ans pour la plus ancienne des sociétés du groupe. Des emballages sur mesure pour le conditionnement et la protection des produits à valeur ajoutée. Nous proposons une approche globale clé en main, répondant aux enjeux écologiques auxquels nous devons tous faire face. Spécialisés dans la transformation du bois, du carton et de la mousse, nous créons et associons tout type de contenants avec décalage afin de fournir un emballage technique sur mesure. Mais bien sûr, nos emballages industriels, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, sont des emballages à usage unique et c'est bien le propos de notre démarche, de notre réflexion. Pour préciser un petit peu qui nous sommes présents en France au travers de nos deux sociétés, PackUp et WePack. Nous sommes présents en Suisse au travers de nos deux autres sociétés, WePackUp, qui est installée à Genève, et la petite dernière qui nous a rejoint il y a un petit mois, CDF Emballage, qui est une société suisse que nous avons acquise il y a donc un mois. Et nous avons une joint venture au Maroc, à Casablanca, qui s'appelle également WePackUp. Donc nous avons 3-4 sites de production, 5 sites de production à jouer la Suisse maintenant, répartis sur tout le territoire, et la Suisse et le Maroc. Nous faisons à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire un petit peu plus, 115 salariés, et nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Donc voilà très rapidement un tour d'horizon de qui nous sommes. Donc le siège, comme je vous disais, est à Saint-Marcellin en Isère. Nous avons une de nos grosses usines. Une deuxième usine importante à Saint-Étienne-de-Crossy au-dessus de Voiron, une en Île-de-France, une à Chaux-de-Fonds en Suisse et puis à Casablanca. Donc voilà quelques exemples de produits que nous réalisons. Donc on pouvait voir ces emballages sont constitués de matériaux essentiellement bois, carton, mousse, que nous transformons nous-mêmes dans nos usines et pour lesquels nous assurons la conception. Donc, vous voyez, différents types de matériaux, des valises avec des mousses que nous usinons, des cartons, etc. Encore d'autres exemples avec des palettes, des caisses. Un exemple de modèle 3D issu de notre bureau d'études et aussi en haut à droite, ce qu'on appelle un testeur de chute qui nous permet de tester les performances de nos emballages et de restituer à nos clients des rapports de performance. Dans nos conceptions, les exigences qui sont les nôtres, c'est d'abord et avant tout, parce que c'est la base de notre métier, la protection du produit, car nous adressons essentiellement des marchés d'industrie manufacturière à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire, généralement, nos clients transportent dans nos caisses des produits qui sont assez fragiles et coûteux. Nous n'intervenons pas sur les marchés d'agroalimentaire ou encore des produits chimiques, car là, on rentre dans des champs, dans des spectres de normes différents encore et ne sont pas présents sur ces marchés-là.
Les contraintes pour assurer une bonne protection du produit de notre client, ce sont des contraintes logistiques, bien sûr, des contraintes de poids et de volume, parce qu'un emballage, quand on l'envoie, quand on l'expédie chez nos clients, ben, il est vide. Donc, dans ces cas-là, on transporte du vide et transporter de l'air, ça coûte cher. Nous avons des contraintes d'ergonomie pour la manipulation de nos produits, des temps de mise en œuvre, bien sûr, des contraintes environnementales et des contraintes de coût. Donc, dans le cadre de nos études, de nos conceptions, nous cherchons à trouver le bon équilibre entre ces différentes contraintes, ces différentes exigences. Donc, nous avons, il y a une dizaine d'années, pris conscience, au-delà des mots, de la nécessité de réfléchir à notre éco-responsabilité et comment cela impactait notre quotidien dans notre travail, mais aussi vis-à-vis de nos clients, en commençant par se l'appliquer à nous-mêmes, déjà, avec les sujets classiques. Vous voyez, on est certifié ISO 14001, mais ça, maintenant, c'est presque secondaire, le tri sélectif, le rangement, etc. Et une fois qu'on a eu appliqué à nous-mêmes ces principes, la suite a été de l'intégrer dans nos produits, dans nos conceptions, dans nos fabrications et donc dans nos offres. Et ensuite, maintenant, l'étape suivante, c'est l'innovation d'usage de nos produits, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, nous sommes partis de la loi AGEC, c'est la base avec les 8 thématiques. Donc, AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Les 8 thématiques que sont la réduction des matériaux, l'information consommateur, comment on informe nos clients de la performance éco-responsable de nos produits, l'éco-conception, la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur. Donc, nous sommes fabricants d'emballage, donc nous sommes producteurs, donc nous avons une responsabilité. La collecte, le recyclage, la consigne et le réemploi, ce sont les 8 grandes thématiques de la loi AGEC. Donc, cette fameuse loi AGEC qui a un calendrier d'application où on voit, grosso modo, ça s'étend jusqu'à 2040 avant d'être en pleine force. Nous sommes en 2024, donc on voit qu'on n'est pas en retard, mais pour être vraiment prêt à plein et voire devancer un peu la concurrence, nous avions décidé à l'époque d'y aller pleinement et avec force. Donc là, c'est un exemple d'objectif où on voit les obligations qui vont s'imposer à nous. Nous, si on se regarde stricto sensu ce qu'il y a dans ces objectifs, on n'est pas forcément extrêmement concerné par certaines choses, mais malgré tout, on se dit qu'on doit être très présent et on n'a pas le droit de passer à côté et qu'à un moment ou un autre, ça va aussi impacter notre fonctionnement. Donc, l'idée était de ne pas attendre qu'on nous l'impose et d'être moteur et force de proposition dirigée vers nos clients. Donc, les fameux 3 R qu'on a vus un peu avant, ici, les 3 R, réduction, substitution, réemploi, recyclage. Donc, c'est la base de notre démarche. Donc, ces 3 R commencent chez nous par le premier, donc c'est réduire. Réduire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, au travers de notre éco-conception, minimisé les volumes de nos emballages en réduisant au maximum les quantités de matériaux tout en garantissant la même performance au final en termes d'amortissement et de protection des produits, privilégiant les matériaux recyclés. 50% des mousses que nous utilisons sont des mousses recyclées et également des mousses facilement recyclables. C'est-à-dire les autres 50%, 70% sont recyclables. Ce qui fait au global 85-90% des mousses que nous utilisons. La problématique des mousses, c'est que ce sont des matériaux pétrosourcés et qu'en termes d'impact environnemental, c'est assez problématique. Donc, c'est pour ça que nous avons
depuis très longtemps intégrer dans nos emballages des mousses recyclées et recyclables. Dans les autres matériaux, nous utilisons le bois. Donc 90% du bois que nous transformons est issu de forêts raisonnées qui sont chez des fournisseurs qui sont labellisés PEFC et avec une proximité. Donc c'est le label PEFC, c'est une garantie que nous utilisons du bois qui est on surexploite pas les forêts, pour faire simple. Le carton, pareil, est issu de la même filière, ce qui permet de garantir la recyclabilité complète et totale de tous nos emballages carton, bois et à 90% de nos mousses. Nous évitons au maximum tout ce qui est colle et divers adjuvants chimiques qui pourraient être rajoutés dans les emballages, parce qu'à partir du moment où on a mis de la colle sur de la mousse ou sur du carton ou sur du bois, il est plus recyclable. Donc ça, on élimine au maximum ce type de produits. On privilégie, autre exemple, les présentations numériques de nos conceptions plutôt que de fabriquer des prototypes, de les proposer à nos clients, de les faire valider, de les faire refaire et à la fin avoir 1, 2, 3 prototypes qui n'ont servi juste à valider l'étude et au final on les jette. Nous optimisons bien sûr les process de fabrication pour réduire notre impact énergétique en limitant au maximum les temps de travail des machines. Et nous privilégions et recommandons bien sûr la livraison à plat de nos emballages. Donc nous cherchons à faire un maximum de conceptions qui permettent de livrer à plat. Et pour cette partie réduire, nos outils sont l'éco-conception, qui consiste en la réduction de la quantité de matériaux et le poids de nos emballages, et l'ACV, l'analyse du cycle de vie, qui permet d'orienter nos clients vers la solution la plus responsable, la plus éco-responsable. Ensuite, le deuxième R, c'est recycler. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais recycler les matières non utilisées, c'est-à-dire toutes nos chutes de mousse notamment. Nous avons sur nos 3 principaux sites de production des recycleuses, c'est-à-dire que toutes les chutes, on les met dans la recycleuse qui chauffe les mousses, les fond, les transforme en pain, et quels pains nous les revendons à la filière de recyclage. Et en fait, les industriels récupèrent les pains, les transforment en granules, et ces granules servent à refabriquer des nouvelles plaques de mousse. Donc là, on est complètement dans l'économie circulaire de nos chutes de mousse. Et c'est tous les ans à peu près 60 tonnes de mousse transformée en pain de matière brute. Grosso modo, pour faire simple, 60 tonnes, ça doit représenter à peu près 30-40 semi-remorques complets de mousse qui sont ainsi refondus, retransformés en granules et remis dans le circuit des mousses utilisables. Bien sûr, tous les systèmes de bennes de tri sélectif, avec des bennes pour le bois, des bennes pour le carton, des bennes pour les mousses non recyclables, et la benne DIB, et des DIB, c'est-à-dire les produits non recyclables, ont été divisés par 2 au moins en 4 ans, alors que notre CA, sur la même période, a augmenté de 45%. 100% de nos chutes aujourd'hui sont, quel que soit le matériau, bois, mousse, carton, gérés et on va dire 95% voire plus dans une filière de recyclage, soit par nous-mêmes, soit par des partenariats avec des filières spécialisées. Donc ça, c'est le deuxième R, et tout ce que je viens de dire sur la réduction et le recyclage sont des choses qui sont aujourd'hui complètement en place et à maturité. La troisième étape, c'est la réutilisation. Alors là, on rentre sur quelque chose de plus compliqué et plus technique, parce que réutiliser des emballages comme les nôtres n'est pas quelque chose de très naturel.
le poids que peut représenter économiquement l'emballage dans le prix des produits qui sont transportés est tellement faible que le client n'y attache pas forcément une grosse importance et d'être en mono-usage ne le gênait pas jusqu'alors. Aujourd'hui, les choses changent. Il faut qu'on propose des alternatives de réutilisation à nos clients, c'est-à-dire passer d'un modèle économique qui est basé sur l'usage pour certaines catégories de produits, ce qui implique des conceptions différentes. Une caisse qu'on va réutiliser, il faut qu'elle soit conçue différemment, qu'il y ait des accastillages plus solides, plus costauds et qui permettent une durée de vie allongée. Il faut qu'on puisse éventuellement instrumenter ces caisses avec des systèmes de tracking pour qu'on puisse suivre leur vie, savoir où elles sont, comment elles ont vécu pendant le temps où elles ont été en service. Le dilemme de la récupération, parce que quand les caisses partent à l'autre bout du monde, pour les récupérer et les rapatrier, c'est un vrai sujet. Là, c'est un point un peu compliqué et bloquant. Et puis la réutilisation. Un exemple de notre éco-conception, on voit donc sur la gauche en haut un emballage qui est pour un robot d'un de nos clients. On voit la partie basse qui est isolée en dessous, c'est un calage, donc le calage inférieur qui est livré, monté à nos clients, qui était livré, monté à nos clients, était composé de 18 éléments qui étaient collés entre eux. On a refait la conception lors d'un changement de modèle de leur produit. Et aujourd'hui, le calage inférieur, qui est comparable, est composé de 3 éléments qui ne sont plus collés, mais qui sont pliés et livrés à plat. Donc, c'est typiquement l'exemple concret de la façon dont nous faisons évoluer nos conceptions, notamment lors d'un changement de référence. Donc la suite, c'est le troisième R évoqué tout à l'heure. Notre volonté, c'est d'être un moteur de l'éco-conception dans notre domaine en développant nos petits ACV communicants. L'ACV communicant, ce qu'on appelle l'ACV communicant, c'est-à-dire c'est de concevoir un scoring de l'impact environnemental de nos emballages. Donc c'est la meilleure façon pour nous de valoriser nos produits en fin de vie, comme on vient de le voir juste avant avec l'exemple juste avant. Ça nous permet de dire à nos clients, voilà le produit qui était celui que vous utilisiez, voilà comment nous améliorons le produit et l'impact qu'il a sur l'environnement, en recherchant et qualifiant de nouveaux matériaux plus vertueux, notamment qu'est-ce qu'on peut sourcer comme matériau pour remplacer la mousse qui est pétro-sourcée. Donc on travaille sur des solutions de PET recyclé, vous savez, c'est les bouteilles plastiques qui sont recyclées qu'on peut transformer en mousse. On travaille sur la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est à base de pâte à papier, sur des choses comme ça. Et puis en assurant bien sûr une veille technologique sur les filières de traitement des déchets. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons apporter une nouvelle façon de penser l'emballage, un emballage traçable, réutilisable et sur lequel on travaille sur la fonctionnalité. Et pour donner un exemple, nous travaillons en ce moment sur des propositions de ce qu'on appelle de caisses navettes. Des caisses navettes, c'est des caisses qu'on fabrique pour des industriels qui ont besoin de transporter des produits d'un site à l'autre, par exemple, et des caisses navettes qui aujourd'hui sont jetables et qu'on va proposer de les faire en réutilisables avec un modèle économique différent, c'est-à-dire qu'on ne vend plus les caisses, mais on va leur louer les caisses sur une période et en fonction de leurs besoins, avec tracking ou pas, avec une consigne, parce que le sujet de la récupération, il faut aussi que nos clients s'organisent pour qu'on puisse les récupérer. Et une fois qu'on a récupéré ces caisses, on les remet en état, puis on les remet dans le circuit pour qu'elles soient réutilisées, éventuellement en changeant les calages qui sont prévus à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la caisse navette smart réutilisable. Et c'est ce qu'on a défini comme étant notre offre Green Pack, qui se compose d'une éco-conception, d'une ACV
et d'un éco-score disponible pour nos clients qui lui permettent de comparer un emballage classique avec un emballage plus vertueux en termes d'impact environnemental. Et après, il a l'emballage performant économiquement, il a l'emballage performant environnementalement, et c'est à lui après de faire son choix. Nous, pour cela, nous avons un bureau d'études qui est équipé d'un outil CAO qui s'appelle SolidWorks, qui est bien connu. Nous avons 9 ingénieurs projeteurs qui sont répartis sur les 3 pays sur lesquels nous sommes présents dans les différentes usines. Et puis, nous avons recruté en septembre 2024 un élève ingénieur de l'école Pagora Grenoble INP qui travaille à 100% sur ce projet, exclusivement lié à l'impact environnemental. Mais au préalable de tout ça, au préalable de ce travail-là et de cette amélioration-là, nous avons dû aussi, comme nous sommes des entreprises qui étaient regroupées, mais qui avaient des outils différents, nous avons fait un travail préalable d'harmonisation de nos outils et de transformation digitale. Donc, vous voyez, ça, c'est la feuille de route de la phase 1 qui était 2023-2024, où on partait vraiment des réseaux de communication, de réseaux Internet, des outils transverses collaboratifs, jusqu'au changement de ERP. On a fait le choix d'un ERP, donc OpenProd, pour plusieurs raisons. D'une part, nous souhaitons travailler avec des partenaires plutôt français. Bon, ce n'est pas le cas, bien sûr, de Microsoft, mais aujourd'hui, c'est difficile d'y échapper. Et en plus, OpenProd est à la proximité, et ils sont de Grenoble comme nous. Mais c'est surtout un outil qui correspond pleinement à notre cahier des charges, tourné vers l'industrie, en mode SaaS, et qui est souple d'utilisation. Donc ça, c'était la phase 1 de notre transformation digitale, et puis la phase 2, 2024-2025, où on met l'humain au cœur du projet. On travaille sur nos process industrie, on parle maintenant du 5.0, et en mettant le produit au cœur de notre réflexion avec l'économie circulaire et la GEC dont j'ai déjà parlé. Je pense, oui, mais aussi, voilà, il y a aussi les utilités, et donc des sujets comme les énergies, où on a une petite présentation de notre prestataire qui nous a accompagnés dans la conception et l'installation de la centrale photovoltaïque en autoconsommation. Nous avons installé une centrale de 140 kW crête qui devrait nous fournir au moins 50% de nos besoins en énergie, voire plus. Nous avons installé des bornes électriques de recharge sur nos sites. On a installé 12 au total, qui nous permet maintenant de la transformation de la flotte de véhicules. On a quasiment plus de véhicules diesel pour nos commerciaux, la direction. On n'a plus que des véhicules électriques et hybrides, rechargeables, etc. L'impact, l'éco-responsabilité va bien au-delà, bien sûr, de nos offres, de nos produits. C'est le quotidien. Je pense que je suis au bout de ma présentation. Voilà, donc c'est tout pour moi. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui couvre effectivement un large pan de ce que ça peut être que l'innovation au service des clients aussi, et le fait de pouvoir innover sur une offre de service que vous proposez, sur lequel vous êtes en pointe effectivement, enfin accompagner et proposer justement ce type de navette. Est-ce que vous avez réfléchi à un système de consignes? Vous parliez justement de récupérer les emballages à l'autre bout du monde. J'imagine tout à fait la contrainte logistique que ça peut être, pour vous comme pour les gens qui les utilisent. Est-ce que finalement un système incitatif comme une consigne, ça pourrait entrer en ligne? J'en ai un petit peu parlé, effectivement. Notre problématique à nous, on a des clients qui par exemple, envoient des pièces de rechange de maintenance dans l'aéronautique, par exemple, à l'autre bout du monde, en Indonésie. Comment rapatrier des caisses navettes qui sont parties en Indonésie.
On pense qu'il faut qu'on implique notre client. D'un côté, il va faire des économies parce que les caisses qu'on serait amené à lui louer vont lui coûter moins cher forcément sur une exploitation, mais de l'autre côté, il faut qu'on l'incite à nous aider à récupérer les produits, donc avec un système de consigne. Si la caisse, on la récupère, on restitue une certaine somme d'argent, et si on ne la récupère pas, ça nous permet quelque part, c'est une assurance que le client va être moteur pour nous aider à récupérer nos produits. D'accord. On voit bien que WePakeUp a vraiment investi sur cette idée d'innovation et de limiter son impact sur l'environnement, que ce soit effectivement dans l'équipement des nouvelles usines, vous avez montré Saint-Marcelin, je crois, que ce soit la flotte automobile, que ce soit la conception, enfin, plutôt que d'avoir 30 ou 40 prototypes qui se présentent, le fait de travailler sur des jumeaux numériques, on voit bien l'impact effectivement. Quels conseils vous pourriez donner à d'autres entreprises du secteur industriel qui souhaitent se lancer dans ce type de transition? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Comment est-ce qu'on peut commencer à faire un audit pour aborder une stratégie justement éco-responsable? C'est déjà écouter leurs clients. Parce que c'est vrai que nous, nos clients, ils nous en parlent. Mais pour autant, quand on leur fait des propositions où il y a une dimension économique, 99 fois sur 100, ils vont plutôt aujourd'hui encore faire le choix de l'économie plutôt que de l'éco-responsabilité, mais on sent que les choses sont en train de bouger. Et surtout, ne pas penser que dans notre métier, j'entends beaucoup de gens dire, mais nous, je ne vois pas du tout comment on peut changer nos processus, nos process, notre approche. Nous, on pense que c'est faux et qu'on peut. On va dire c'est un changement de paradigme et que si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place et on va perdre la partie. Donc il faut être conscient qu'on a tous un rôle à jouer et quelque chose à faire. Et après, c'est éventuellement faire appel à des spécialistes, à des gens dans ce métier pour nous aider à penser et à réfléchir un peu différemment. Vous avez été accompagné justement par des organismes extérieurs pour réfléchir à votre impact environnemental? Oui, on travaille avec des gens comme l'ADEME, avec des gens comme une association pour l'éco-conception. On a travaillé pour l'ACV avec des universités suisses de Lausanne. On a besoin de toute façon de faire appel à des gens qui nous apportent des connaissances et des compétences qui ne sont pas naturelles aujourd'hui et qu'il faut qu'on aille chercher. Donc, il y a effectivement tout un écosystème de compétences, donc universitaires ou institutionnelles autour. Est-ce qu'il y a aussi des alliances sectorielles? On travaille avec les laboratoires de recherche aussi. On a le CTP, le Centre technique du papier, sur Grenoble, qui travaille beaucoup sur la boîte de cellulose. Donc, l'école d'ingénieurs INP Pagora, qui est vraiment spécialisée dans ces métiers-là. Oui, comme vous disiez, l'écosystème à la fois universitaire, de recherche. On a le CEA aussi, le CNRS, pardon, avec qui on a fait des choses, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des alliances sectorielles, c'est-à-dire qu'avec d'autres spécialistes du packaging, de l'emballage, vous avez aussi des alliances ou de l'open innovation où finalement vous pourriez travailler ensemble sur les mêmes sujets? Alors, on pourrait. On essaie de travailler avec nos fournisseurs sur des sujets de produits, de matières. Mais je ne crois pas qu'on soit si nombreux que ça aujourd'hui à avoir beaucoup travaillé dessus et à être avancé sur le sujet. Nous, on voit aujourd'hui qu'on a un retour très, très intéressé de nos clients. Et quelque part, s'ils nous sont fidèles et qu'ils nous font confiance, c'est parce qu'ils
ils ont bien vu qu'on travaillait sérieusement sur le sujet et qu'on apportait des réponses. Mais je pense que la prise de conscience est tant mieux pour nous, mais pas encore très partagée, quoi. D'accord. Du coup, vous faites un peu figure de précurseur, mais vous avez, en tout cas pour le secteur, mais vous avez réussi à vous entourer, en tout cas, de laboratoires de recherche, d'institutionnels comme l'ADEME, etc., qui vous accompagnent dans l'effort. Oui, parce que quand on travaille avec ces gens-là, on voit bien que dans notre métier, on est un peu tout seul. D'accord. Merci d'autant plus pour ce témoignage. J'espère que ça pourra éclairer la filière et puis aussi de manière plus transversale pour l'ensemble de l'industrie, montrer que chacun à son échelle a la possibilité effectivement de réfléchir à ses processus, réfléchir à son impact environnemental et voir si on peut faire preuve d'innovation sur ces différents sujets. Enfin, c'est vrai que quand on connaît peu, comme moi, le packaging vu de l'extérieur, on imagine que la marge de manœuvre n'est pas forcément évidente. Et vous avez montré qu'il y a effectivement énormément de processus ou de marge de manœuvre, que ce soit pour les prototypes, que ce soit le choix des matériaux pour faire l'emballage, ou que ce soit le fait de concevoir des navettes réutilisables, ou les lieux de production aussi, qui deviennent suffisants ou en partie autonomes. Ça fait effectivement un certain nombre de boutons sur lesquels on peut appuyer et qui effectivement font un ensemble qui est plus vertueux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vois qu'on n'a plus d'autres questions dans le chat. Je propose de terminer ce webinaire. Vous pourrez le retrouver en replay et prochainement aussi sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Daniel, pour votre intervention. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt. Au revoir.